Bon, alors je rappelle que je suis neutre dans les... Enfin, neutre, oui, comme on peut l'être, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de me prononcer sur les désaccords qui existent aujourd'hui dans la sphère blasphémateur-apostat. Je rajoute toujours blasphémateur, parce que moi, par exemple, je suis condamné à mort par l'islam sans être apostat, juste pour blasphème. Alors, il y a une supercherie, mais bien connue, personne n'est dupe, d'une bande d'islameux, souvent considérée comme un peu pilotée par Von Reich, qui est un intervenant islameux. Je l'avais interviewé. Bon, lui, il a l'avantage de ne pas dribbler, c'est-à-dire qu'il balance le dogme islamique sans trembler. Alors, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui sont du côté islam qui lui tapent dessus en disant qu'il ne sert pas la cause de l'islam. Bref, peu importe, en tout cas, c'est quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur et qui, du coup, impressionne ses camarades avec d'apparentes connaissances logiques. Alors, je l'avais interviewé, donc je vais être cash, j'aime pas ça, j'aime pas critiquer les gens de manière cash, j'aime pas les arguments d'autorité, c'est inutile, mais je le dis parce que cet audio sera plus écouté par mes camarades que par qui que ce soit d'autre, donc j'ai la chance de ne pas faire de vue. Donc bon, il n'est pas compétent en logique. Après l'épistémologie, je ne sais pas exactement comment on mesure les compétences, je ne suis pas épistémologue. Épistémologie, ça veut dire philosophie, la partie de la philosophie qui s'occupe des sciences, mais il y a le mot philosophie dedans, donc avec toute la disqualification partielle qui en découle, c'est-à-dire que, voilà, quand des gens disent « Ah ouais, tu fais de l'épistémologie, quel est ton paradigme, bon, on est dans le champ philosophique, je renvoie à l'affaire Sokal, 1996, ça s'écrit S-O-K-A-L, et on ne sait jamais, sauf si on est expert, si on a affaire à ce que Sokal a dénoncé ou pas, et donc voilà. Mais bon, pour ce qui est de la logique, ce que dit Von Reich est issu de ses études d'ingénieur. Et il a commis des erreurs que j'ai signalées dans un thread. Pas dans le space, il a dit ce qu'il pensait, mais c'est pas des erreurs qu'il affirme consciemment. C'est quand il dit on ne peut pas diviser par zéro, par exemple, j'ai longuement commenté ça, parce qu'il dit on ne peut pas face à quelqu'un qui a divisé par zéro. Or le problème, c'est que la personne qui divise par zéro, c'est elle qui a prouvé qu'on ne pouvait pas, puisqu'elle a obtenu par exemple 3 égale 10. Et il dit ah ouais non mais elle n'avait pas le droit de le faire, donc elle n'a pas obtenu 3 égale 10. Vous voyez? Et en fait ce qu'il dit c'est faux, elle avait le droit de le faire, elle a prouvé que si on peut diviser par 0, on obtient 3 égale 10. Et là on retrouve un espèce de platonisme épistémologique, idéologique, qui sacralise, si vous voulez, les symboles sur un papier. Et c'est pour ça qu'ils utilisent par exemple le mot nécessaire, qui a été démonté, qui ne veut plus rien dire. On sait mathématiquement qu'il n'est pas consistant, tout simplement. Donc on doit jongler entre nécessaire et démontrable, mais le théorème de Gödel montre que le mot démontrable marche exactement à l'envers du mot nécessaire. C'est-à-dire que démontrer quelque chose... Enfin, vous pouvez supposer, vous pouvez démarrer une thèse de maths, ou de physique, de science, de manière générale, en supposant qu'il existe une démonstration de ce que vous voulez prouver. Eh bien, vous avez le droit de le faire. Et ça ne changera rien. Si de là, vous arrivez à prouver votre truc, votre hypothèse, on peut l'enlever sans problème, puisqu'on a un algorithme qui fait disparaître cette hypothèse automatiquement. C'est un des théorèmes de Gödel. Bon, voilà. Alors que si vous supposez qu'il est nécessaire, en général, le réflexe des gens, ça va être de dire puisqu'il est nécessaire, il est vrai, c'est QFD, ça fait 2 lignes. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que ces théorèmes sont célèbres et que Gödel, on en parlera encore dans 2000 ans quand on aura oublié tous les autres. Voilà. Alors j'ai vu que Jacques Le Fou, qui discutait avec Apostat Kafir, avait repris, alors je ne sais pas si c'est à la suite de ces débat. Moi, je n'aime pas dire octogone, j'aime pas dire qu'il y a des gagnants, des perdants. L'islam est d'office perdant, de toute façon, on le sait très bien. Si on était à leur place, on ne ferait pas mieux qu'eux. Si on voulait défendre l'islam, on ferait peut-être même moins bien. Je viens de recevoir un SMS qui m'a fait perdre mon fil. Par contre, j'ai entendu
dans un extrait que je n'ai pas écouté d'ailleurs, quand je suis tombé sur l'extrait, j'ai tout de suite enregistré, j'ai entendu Jacques Le Fou faire du Von Reich. Alors, peut-être qu'il était déjà dans cette dogmatique avant et que Von Reich lui a rien appris, ou peut-être qu'il s'est renseigné après avoir discuté avec eux, mais c'est faux ce qu'il dit. Voilà, c'est ça qui est important. C'est faux, c'est une erreur qui est profonde et qui est conséquente. Dans l'argumentation, vous ne pouvez pas arriver auprès de quelqu'un et dire voilà, il y a 3 principes en logique et citer les 3 principes problématiques. L'identité qui sert strictement à rien, qui est vrai, c'est vrai, A implique A, mais ça ne sert à rien, c'est pas avec ça que vous allez faire quelque chose. C'est une nécessité, comment dirais-je, scripturale, comme il faut partir de quelque chose, ou comme il faut, voilà, c'est-à-dire ça n'opère pas, voilà, tout simplement. Deuxième principe qu'il évoque, le tiers exclu, le problème, c'est qu'il est très discuté parce que c'est un axiome très puissant qui en fait apporte la pérennité dans le passé et dans l'avenir des affirmations scientifiques. C'est la possibilité, si vous voulez, de retourner dans le passé. Alors on admet que c'est vrai en maths et en sciences pour ce qui est des affirmations scientifiques, mais pour l'opérer dans la vraie vie, dans la réalité, il faut supposer qu'on peut remonter dans le temps ou voir l'avenir. Enfin, on sait qu'on ne peut pas. Et bon, après, je passe, je me contente de vous dire les choses comme elles sont sur le plan scientifique, mais le tiers exclu a une place très très particulière. Il est très très loin de faire partie de ce qu'on pourrait appeler les axiomes incontestables et puis utilisés, opérés constamment. C'est un axiome, c'est un loup blanc dans les axiomes de la logique. Et d'ailleurs, dès lors qu'on l'ajoute, on obtient la logique classique qui, par le théorème de complétude, permet de faire que toute phrase est soit vraie, soit fausse, et qui est un ultra puissant qui écrase. Ça permet d'avoir une vue d'avion du paysage étudié, mais c'est un peu comme l'axiome du choix, ça écrase tout. Et on a, je dirais, 3/4 des budgets maintenant de la recherche mathématique vit en dessous, c'est-à-dire étudie le paysage avec un ULM. Et vous voyez, le tiers exclu permet de prendre un avion à 10 000 mètres d'altitude, voire de regarder le paysage scientifique, je fais des métaphores, avec un satellite, mais beaucoup de scientifiques maintenant, enfin en tout cas il y a beaucoup de crédits, il y a beaucoup d'argent dépensé pour développer des spécialités qui fondamentalement vivent en ce qu'on appelle en logique intuitionniste, c'est-à-dire c'est une logique qui garde tous les axiomes de la logique classique, sauf justement le tiers exclu. Le citer comme axiome fondamental de la logique, c'est une erreur, c'est vraiment une maladresse. Bien sûr, dans la vie courante, on raisonne aussi comme ça pour les phrases qui sont pérennes, c'est-à-dire pour les phrases, pour ce que les gens appellent des phrases auxquelles on peut attribuer une valeur vraie ou une valeur fausse définitive. À noter que la phrase qui dit « je suis fausse » casse tout, et puis pas seulement avec le tiers exclu, y compris en logique intuitionniste. Et que la vraie puissance des maths et de la logique, c'est la possibilité de dupliquer gratuitement les hypothèses, c'est-à-dire de dire que si vous supposez A et que vous l'utilisez plusieurs fois dans une démonstration, vous ne l'avez supposé qu'une fois. Et en fait, c'est le tiers exclu très 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 proche de ça, un détail près, un détail de symétrie près. Et alors j'en viens à la... Alors là, c'est... Si vous voulez, admettons qu'il y a un recrutement, même pas sur la base de compétences élevées, juste sur les bases, pour voir si la personne elle a vraiment une petite vocation, même pour un stage d'été, à faire de la logique. Dites au recruteur que le principe de non-contradiction est un axiome logique, ou un principe logique, et ben vous êtes sûr de ne pas être recruté. Ils vous jetteront. Voilà. Pourquoi? C'est le space que j'ai mis en lien de 2 heures. Mais je referai une vidéo, je remettrai des exemples,
Il n'y a pas de principe de non-contradiction en logique, ça veut absolument rien dire. Qu'est-ce que c'est la non-contradiction, le principe de non-contradiction? C'est l'espoir de travailler dans une théorie qui n'est pas contradictoire. Pourquoi? Parce que quand une théorie est contradictoire, c'est-à-dire quand vos axiomes conduisent à prouver que 0 égale 1 ou une phrase est son contraire, elle permet de prouver tout ce qu'on veut. Et donc, ça retire à votre théorie son intérêt. Vous savez d'avance que vous allez tout pouvoir prouver et en longueur n plus 1, n étant la preuve d'une contradiction. C'est un fait, si vous voulez. Alors évidemment que les gens, quand ils discutent, ils souhaitent être dans des théories qui ne sont pas contradictoires. Mais ils ne peuvent pas le décréter. Enfin, je veux dire, ils peuvent le décréter s'ils veulent. Ça va changer la théorie, c'est tout. Ils prennent une théorie, puis ils vont ajouter « ma théorie n'est pas contradictoire ». Ça fera un axiome de plus. Et puis, dans la théorie T2, vous pourrez prouver que T1 n'est pas contradictoire. Pour la bonne raison que vous l'aurez affirmé dans la théorie T2, et ça fera partie des axiomes. Par contre, attention, c'est le théorème de Gödel, si vous avez une théorie T, et que dans la théorie T, vous pouvez prouver que T n'est pas contradictoire, elle est contradictoire forcément. Donc, il n'y a pas de principe de non-contradiction. Cette histoire de la non-contradiction, c'est un désir, c'est un projet politique, si vous voulez, scientifique. On espère travailler dans des théories qui ne sont pas contradictoires. Et en l'occurrence, nos théories scientifiques actuelles, on ne le dit pas trop fort, parce qu'elles sont essentiellement, pour ce qui est de la physique, contradictoires, tout simplement, à quelques axiomes près. Et ce n'est pas des axiomes faciles à gérer. Par exemple, la relativité restreinte et la mécanique quantique sont quasi contradictoires. Alors, elles ne sont pas contradictoires, mais elles sont quasi contradictoires. Ce qui permet d'ailleurs de prouver le libre arbitre. Donc, je passe les détails. Ils ont fait semblant, à travers la théorie quantique des champs, de les unifier. Ce sont des règles de calcul, la théorie globale est contradictoire. Quant à la relativité générale et la théorie quantique, il est célèbre qu'ils n'arrivent pas à les unifier. En fait, quand on élimine les coupures et qu'on va regarder ce qui se passe, on comprend très vite qu'il y a des progrès à faire. Elles ne seront jamais unifiées, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est très peu connu aussi chez les physiciens, c'est normal, il ne faut pas de logique. Elles ne seront jamais unifiées sans qu'il y ait un changement profond, mais quand je dis profond, pas profond comme eux, ils pensent, beaucoup plus profond. Et c'est une manière pudique de dire qu'il y en a une qui va sauter complètement, et voir les deux. Alors comme la théorie quantique est vérifiée au quotidien, chaque jour dans notre vie quotidienne, y compris quand on marche, quand on respire, etc., il est quand même raisonnable de penser que ce ne sera pas ça qui va sauter. On ne va pas subitement découvrir que ce qu'on observait, on ne l'a pas observé. Mais voilà. Donc, arrêtez de dire il y a 3 principes en logique et de citer aucun principe opératoire. Je vais vous donner les vrais axiomes de la logique, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Il y en a un qui dit qu'on peut permuter les hypothèses, c'est-à-dire que si vous avez A implique B, si vous avez A implique, entre parenthèses, B implique C, c'est équivalent à dire que B implique, entre parenthèses, A implique C. Vous voyez, il n'y a pas d'identité là-dedans. Vous en avez un deuxième qui dit qu'on peut jeter des hypothèses, donc c'est A. Si vous avez A, vous avez le droit d'en déduire, c'est un axiome, c'est que B implique A. Voilà. B, ça peut être n'importe quoi, c'est-à-dire que vous pouvez dire si A, alors si B, alors A. Voilà. Vous pouvez jeter B. Ça, c'est un axiome qui dit que vous pouvez jeter B. Ensuite, vous avez, qu'est-ce que je vais prendre? Parce qu'il y a plein de systèmes équivalents. Vous avez l'enchaînement. C'est-à-dire que si vous avez A implique B et B implique C, alors vous avez A implique C. Et puis, pour finir, vous avez 2 axiomes sulfureux, mais qui sont utilisés énormément, mais il y en a un qui porte un nom bien précis. Bon, le premier dont on parle peu, c'est la possibilité de dupliquer, c'est-à-dire que si vous avez A et A qui impliquent B, ou A plus A qui implique B, mais c'est et, en général on dit et, au niveau des tables de vérité c'est le mot et, si vous avez A et A qui impliquent B, vous avez le droit de dire alors A implique B, c'est-à-dire que l'utilisation 2 fois de A n'est pas plus
puissante, enfin en tout cas vous vous autorisez à penser que si vous aviez une fois A, c'est comme si vous l'aviez deux fois. Donc c'est si A et A implique B, alors A implique B. Okay, c'est l'axiome de clonage des ressources. On mesure, surtout en 2024, à quel point c'est puissant d'affirmer qu'on peut cloner une hypothèse. Même si on n'y avait pas pensé, que ça paraissait évident dans un contexte d'immuabilité des énoncés scientifiques. Et puis enfin, vous avez l'axiome du tiers exclu, qui est relié au précédent, qui dit que si vous avez... en gros, ça vous dit que si vous avez que A implique B, alors vous avez aussi que B implique A, entre parenthèses, implique A. Et que les deux veulent essentiellement dire A ou B. Et ça, c'est l'axiome du tiers exclu. Et un autre conseil, n'utilisez jamais le mot non, n'utilisez jamais la négation en logique. C'est un leurre qui peut conduire à des erreurs. Alors, bien sûr que ça existe en maths et qu'on le fait, mais parce que c'est une abréviation de quelque chose d'autre, mais parce que si vous voulez, fondamentalement, il n'existe pas de contradiction. Il n'existe que des buts atteints ou des choses démontrées. Et quand vous utilisez, quand vous avez A ainsi que non A, quand vous avez prouvé A ainsi que non A, en fait, non A, ça veut juste dire que quelle que soit une phrase B, A implique B. C'est juste une abréviation pour dire ça. Donc si vous dites que vous avez A et non A, bah vous avez tout B. Tout B est vrai. C'est-à-dire, nier A, c'est dire que si on a A, alors tout est vrai. Ok ? Et bien sûr, les gens vont appeler ça une contradiction, en parlant vite, mais si vous voulez, ça n'a pas de sens opératoire dans les sciences. Enfin, je rappelle que le langage parlé génère ses propres contradictions, on les connaît, ça a même donné la crise des fondements. Rien qu'en maths, on a réussi à avoir des contradictions grâce au langage parlé. Donc imaginez dans la vie de tous les jours et dans les débats politiques et religio-politiques et la critique de l'islam, j'ai un SMS qui... Voilà. Bon, ben, j'en termine là. Imaginez à quel point ça n'a aucun sens. On parle pour se communiquer des impressions, des sensations et tout. Mais il faut arrêter de s'imaginer que des échanges rhétoriques en langue française aboutissent à quoi que ce soit. Si vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, il faut faire des maths et c'est tout. Ni de la philosophie, ni de l'épistémologie, ni de la biologie, ni je ne sais quoi. Dès que vous utilisez la langue courante, vous êtes dans une approximation et il faut considérer que c'est un dialogue convivial ou pas, mais c'est pour ça que moi je recommande souvent d'éviter de ramener la logique, d'importer la logique, parce que beaucoup de gens ajoutent beaucoup de choses, comme on l'a vu dans cet exemple, et font des erreurs.